Oui, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de répondre à quelques sujets d'information. La désinformation va tourner à plein régime, hein. Je vais vous avertir à l'avance, comme ça vous pourrez vérifier ce que je vous dis. Là, le slogan, la FNSEA va préparer les tracteurs pour l'automne pour la sécheresse, parce que c'est bien connu. C'est la sécheresse qui a détruit la paysannerie et les inondations. Même si les retournements climatiques sont de plus en plus violents, ça doit s'appréhender et se mettre dans les études d'installation et se mettre dans les coûts de production, parce que ça se calcule, comme dans d'autres métiers où les aléas climatiques ont un impact sur d'autres métiers. Il n'y a pas que l'agriculture. C'est compté dans le coût de production. Les gens prennent leurs factures et ils font leurs factures. Nous, là, on va nous remanipuler encore une année avec la sécheresse. On va refaire un petit tour de tracteurs avec les petits soldats JA et la FNSEA en fin d'année. On va les faire sortir de leur ferme, mettre du fumier dans les grandes surfaces. On va recommencer le grand cinéma. Donc je vais vous prévenir à l'avance, comme ça vous pourrez vérifier ce que je dis. Alors, dans la désinformation, il y a trois courriers que vous m'avez envoyés. Le lait de vache va-t-il vraiment disparaître de nos frigos à cause du climat? Ça, celle-là, elle est bonne, hein, vous voyez. Le lait de vache pourrait disparaître à cause du climat, vous voyez. Hein, parce qu'il fait chaud. Alors, les vaches ont moins de lait quand il fait chaud, ça, on est au courant. Et soi-disant, ça serait à cause du climat. Hein. À aucun moment donné, on va parler des prix et des coûts de production. Il faut parler de tout sauf des prix. Ça, vous l'avez compris. Vous avez après la FNB, Fédération nationale bovine, dénonce un hold-up sur les cours du broutard. Ensuite, il parle des problèmes des maladies. Baisse des prix très hétérogène. La FFCB rappelle le poids de la menace sanitaire. Les menaces sanitaires liées à la tuberculose, à la dermatose, etc., etc. Ils n'ont pas encore compris, hein. Alors, il y a des mesures sanitaires comme ça existait toujours par le passé. Il y a un débat après à l'intérieur de l'abattage total ou l'abattage partiel. Il est bien évident que tout le monde défend l'abattage partiel, ça c'est évident. Après, c'est des mesures qui sont décidées par les préfectures en fonction de la gravité des maladies, si elles sont contagieuses à l'homme ou pas. Et là, c'est l'État qui prend ses responsabilités, sachant que tous ceux qui s'expriment sur le sujet, si on veut faire une vidéo réelle et parler de ce sujet-là, faut inviter des spécialistes, c'est-à-dire des gens, des vétérinaires, des gens spécialisés dans le domaine, hein, pour voir les impacts qu'il peut y avoir sur la santé humaine, parce que dans ceux qui témoignent par rapport à ça, est-ce qu'ils seraient prêts à signer de leurs mains un engagement ou de prendre les animaux douteux ou malades dans leur exploitation, hein, ou de vivre à leur côté, sachant que à l'heure où je vous parle, il y a 500 habitants en Angleterre qui ne peuvent plus être soignés, hein, qui sont touchés par la tuberculose. Parce que la tuberculose animale, elle se transmet à l'homme. Donc, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de revendiquer l'abattage partiel qui est pour moi une des meilleures formules, hein, mais à bien mettre en lumière avec les détails maladie par maladie. Et là, c'est que des gens spécialistes dans le domaine qui peuvent y répondre. Moi, j'ai pas les compétences, on n'a pas les compétences pour analyser ça. C'est des décisions gouvernementales. Mais une fois qu'on a dit ça, à quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces foyers de maladies, dermatoses, etc., à travers le pays? MHE, FCO, vous avez vu tout ce qu'on a. Bon. Ça n'a qu'un but, parce qu'il y en a un qui cherche à faire baisser le prix des bêtes depuis le début de l'année, et je pense qu'il va y arriver. C'est celui qui détient la majorité des abattoirs, vous allez le reconnaître. Le but du jeu, c'est on ait du mal à commercer les animaux entre nous, entre départements. Qu'on soit obligé d'avoir un tas de réglementations très complexes, des prises de sang, des désinfections, pour vendre des animaux vivants entre nous, à l'intérieur du pays. Et ensuite, avec les règles européennes, les animaux d'exportation. Ça va plomber les ventes, les exportations d'animaux vivants. Voilà. Donc, qui dit plomber les ventes d'animaux vivants?
vers les pays européens dit automatiquement, celui qui a les abattoirs, il nous étouffe à l'intérieur du continent. Lui, voilà, il met des murs, lui. Il paraît que dans le libre-échange, il n'y a pas le droit de mettre des murs, mais via des causes sanitaires, avérées ou non avérées, hein, et ben lui, il va mettre un mur, puis les petits soldats, ils vont rester à l'intérieur du territoire national qui s'appelle la France. Et comme ça, il va leur serrer le cou pour baisser le prix des animaux. C'est tout. Faut bien comprendre ça. Derrière, c'est toujours l'argent, les enjeux économiques. Le reste, c'est du vent. Donc, je vous rappellerai quand même, ceux qui ne seraient pas au courant, que l'arme sanitaire, c'est un outil utilisé par les professions réglementées. D'accord? Par exemple, euh, le syndicat national des vétérinaires. Hein. L'acte sanitaire permet aux vétérinaires, allemands, italiens, français, belges, de dire nous, voilà, on va régir sur le territoire national, mais vous ne pouvez pas acheter des produits vétérinaires en Allemagne, vous ne pouvez pas en acheter en Italie, vous ne pouvez pas en acheter en Pologne. Non, non, nous, on garantit, hein, la sécurité sanitaire sur le territoire. Donc nous, profession vétérinaire, on se protège. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y en a d'autres. Pour en prendre d'autres exemples. Toutes les professions en France réglementées, il y en a beaucoup, hein. Les avocats, toutes les professions réglementées, regardez comment ils ont fait. Regardez comment ils ont fait. Ils n'ont pas eu besoin de l'accord d'Ursula von der Leyen, ni d'Emmanuel Macron, ni de François Bayrou. Ils se sont protégés. Et ils sont rémunérés sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. Eux, ils ont leur carnet de facture. D'accord? Et ils gagnent leur vie. Et puis nous, les gueux, les paysans, eh ben, on nous manipule à longueur de journée. Ils vont aller les faire manifester à l'automne. Et pendant ce temps-là, nos bras armés de l'agroalimentaire, Avril in vivo, récupèrent des blés russes et ukrainiens sur nos ports, à des prix défiant toute concurrence. 130, 140 euros la tonne. Elle est pas belle, la vie. Et puis ils nous parlent de dire qu'ils vont défendre la souveraineté de la France. Ils nous font croire, avec leurs bras droits, les élus socialistes, les élus des républicains, qui ont gouverné au pouvoir pendant des décennies, qui sont contre les accords du libre-échange. On voit régulièrement Madame Minard, là, une députée européenne des Républicains, qui fait croire qu'elle défend le modèle agricole. Et il y en a encore qui arrivent à croire des députés républicains en 2025, comme certains croient encore Monsieur Glucksmann ou Monsieur Hollande, qui ont été au pouvoir, qui ont été aux commandes. Et il y en a qui les croient encore en 2025, alors qu'on est tous en train de disparaître avec ce libre-échange et cette mondialisation. Donc, pendant ce temps-là, les priorités, c'est pas de protéger les paysans. Les priorités, c'est d'augmenter la part dans le produit intérieur brut, d'essayer de la monter à 5% pour nous protéger, renforcer l'armement, pour nous protéger d'un agresseur qui n'existe pas, qui n'existe pas, et que l'OTAN agresse en permanence depuis la chute du mur de Berlin. J'invite les gens à reprendre l'histoire et regarder ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin et les accords qui avaient été signés et qui n'ont pas été respectés par l'OTAN. Dernier point, vous m'avez envoyé la loi du plomb. La loi du plomb, vous m'avez envoyé un bel article d'un cuisinier de la Haute-Loire qui dit que dans ce monde agricole, depuis des années d'écoute, dans ce monde agricole, en pleine mutation, qui doit relever des challenges importants, ils ne trouveront pas de réponse avec une loi simpliste comme la vôtre, en parlant de la loi du plomb. Encore moins dans un département comme la Haute-Loire, où l'intensif est un non-sens. Bien sûr, dans la Haute-Loire, l'agriculture intensive est un non-sens économique. Mais aujourd'hui, témoigne un bel article, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais aujourd'hui, j'ai aussi honte de moi,
Je n'ai fait que relayer des posts des ONG, des médecins qui alertent contre la recrudescence des cancers, de la CONF qui expose une voie plus sensée, Confédération paysanne, protectionniste de notre agriculture. Par nos inactions, je suis aussi responsable de cette loi rétrograde en tant que chef cuisinier. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais changer de braquet et devenir un vrai militant de la cause agricole et de la cause environnementale, car les deux peuvent être menés de concert. Pas de politique. L'écologie ne devrait être ni de droite ni de gauche, bien sûr. Elle devrait être pour tout le monde afin de transmettre à nos enfants un monde plus sain, plus proche de la nature. Nous avons besoin de la nature pour vivre, des abeilles, pour la pollinisation, de fruits, de légumes sains pour notre santé. Monsieur Dupont, Monsieur Duplon, pardon, tout le monde peut faire des erreurs. L'important pour vous serait de les reconnaître et de faire une balade au milieu des champs. Alors il se trouve que ce monsieur qui a écrit ce beau courrier qui a passé sur les réseaux, il s'appelle Jacques Macron. Voilà. Donc, la loi du plomb, la loi du plomb, c'est là qu'on voit que les politiques ont décidé d'assassiner l'agriculture pour une raison toute simple. Vous voyez, les professions réglementées sont protégées. Beaucoup de professions sont protégées. Hein. La théorie de Ricardo des avantages comparatifs, ça marche pour les paysans, mais sur le produit intérieur brut, à l'heure où je veux parle, sur le produit intérieur brut de la France, il n'y a que 800 milliards d'euros qui sont dans la globalisation de l'économie. Il y a nous, les paysans. Alors, il y a aussi des bras de l'industrie, c'est vrai, comme Michelin est mis dans la mondialisation. D'autres PME sont dedans, mais 800 milliards d'euros sur le produit intérieur brut de l'Europe. Donc tout le reste du produit intérieur brut, c'est des professions réglementées et protégées. D'accord? Donc ça, c'est un choix politique qui a été fait par Chirac, Mitterrand, ça remonte, hein, Giscard d'Estaing, etc. Voilà. Donc c'est bien un choix politique qui a été fait. Quant à la loi du plomb, vous comprenez le sens là. C'est d'intensifier l'agriculture. Ça répond à quelques-uns, principalement les ténors de la FNSEA, qui veulent produire plus, grossir les exploitations, endetter les exploitations, faire des gains de productivité sur quelques exploitations, alors qu'il y avait une mesure à prendre, pas deux, une. Le débat des néocotinoïdes, il est très simple à régler. Il peut se régler en un coup de clic au Sénat et à l'Assemblée nationale, tout simplement. Nous, on avait une avancée, je pense, sociétale. On allait de l'avant. D'autres, plus ou moins dans certains pays, copient sur nous. Par rapport à ça. Eh ben, c'était tout simplement que tous ceux qui utilisent cette molécule, qui peut être pris comme une concurrence déloyale, comme certains le disent, ils n'ont pas tort, il fallait tout simplement, aux frontières, interdire toutes les productions qui ne sont pas sur les mêmes standards que les nôtres. C'est tout. Il n'y avait pas besoin d'interdire, de réintroduire la molécule. Il suffit juste de dire, nous, là, c'est plus du libre-échange gagnant-gagnant. C'est du libre-échange. Nous, on est les grands perdants. C'est tout. C'est ça le recul sociétal. Et c'est là qu'on voit, justement, à travers cette loi du plomb, ou tous les traités de libre-échange qu'on a lus avant, c'est que c'est l'argent, c'est l'économie qui mène le monde, et c'est l'argent et le modèle économique qui va détruire le monde, qui va détruire pas que l'environnement, qui va détruire l'être humain par les maladies qu'on va contracter, etc. C'est tout. Et le sujet, il est là. Et il n'y a aucun homme politique qui a proposé ça. De dire, nous, les Français, ils vont produire de cette façon. Tout ce qui ne sera pas produit dans les mêmes standards, pas d'importation. Ben, bien sûr que ça n'a pas eu lieu. Parce que les premiers concernés, le groupe Avril, Monsieur Rousseau, le groupe InVivo, l'actionnariat d'Unigrain à travers le monde, le réseau coopératif, tous les bras de l'agro-industrie et l'agroalimentaire, ils sont partie prenante à travers le monde dans toutes les sociétés agroalimentaires.
Donc, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Eux, c'est leur fonds de commerce. Eux, ils vivent sur le dos des paysans. Les paysans sont appauvris. Les paysans vont descendre d'un cran encore cette année avec une sécheresse qui va venir accentuer la situation. C'est pas la sécheresse qui est responsable de la situation. Si on avait des situations normales et des marges normales, on devrait avoir une année d'avance de stock pour les éleveurs, non imposable, avec une fiscalité adaptée aux spécificités de l'agriculture, une fiscalité adaptée. On a des économistes qui sont même pas capables de réfléchir à ce sujet-là. Hein, notre fiscalité qui n'est pas adaptée du tout à notre profession. Hein. Rien ne se passe pour que ça s'améliore. Tout se passe pour qu'il reste 100 à 150 000 fermes demain en France, avec, je vais vous l'annoncer, je pense autour de 4 millions d'hectares en friche. Il y en a déjà plus de 2. On va doubler, vous verrez ce que je vous dis, regardez dans vos campagnes. On va monter à 4 millions d'hectares en friche très rapidement. Alors, les mauvaises terres, mais pas que les mauvaises terres, les petites parcelles, vous regardez, quand vous roulez en voiture, vous observez, il y a de plus en plus de terres en friche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Et ils vont concentrer les autres terres avec toujours beaucoup de pesticides, beaucoup de phytos, des OGM, une productivité accélérée, essayer de mettre, s'ils peuvent, des grands réservoirs, des grandes bassines pour irriguer dans des endroits donnés, et puis toute une partie de la France, c'est déjà le cas, sera en friche. Alors que le vrai modèle agricole, c'est la coopération entre les États, c'est de revenir à des fermes à taille familiale, hein, des surfaces beaucoup moins importantes, où la terre sera beaucoup mieux respectée, beaucoup mieux cultivée, et la production à l'hectare est beaucoup plus importante dans des petites exploitations bien gérées que dans des grandes structures. Beaucoup plus importante. C'est ça la vérité. La clé, c'est celle-là. La clé, c'est pas l'agrandissement. C'est revenir à des exploitations familiales. L'agrandissement, c'est le schéma de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, du secteur marchand et de la finance. Voilà qui rapporte l'agrandissement. Il rapporte pas aux paysans. Ça, faut bien l'avoir compris. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.